c'est important. Bon, ok, ben on va commencer. Donc je vais me présenter un petit peu parce que voilà, il y a des personnes qui me connaissent pas. Pour les autres, ben, pendant ce temps-là, vous rêvez. Bon. Donc moi je suis psychothérapeute, mais c'est pas mon premier métier. Et dans ma première vie, j'étais scientifique. Voilà, j'ai fait des études scientifiques. Donc par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, moi j'ai jeune beaucoup vécu dans un monde d'hommes. Hein. Je fais des études d'hommes, je travaillais qu'avec des hommes. Enfin, oui, beaucoup d'hommes. Et je crois que la question de qu'est-ce que c'est qu'être une femme, je ne suis pas très sûre que j'avais réponse. Hein. Alors à l'époque, comment dire, j'avais la panoplie. Extérieurement, tout allait bien. Il y avait le maquillage, les talons, les machins, les trucs, ça. J'avais bien la panoplie. Mais intérieurement, je me rends compte aujourd'hui qu'être une femme, je ne savais alors absolument pas ce que ça pouvait bien être. Hein. Et pour moi, l'entrée dans la femme, elle s'est faite par la maternité. Pas du tout parce que pour être une femme, il faut être mère, hein, absolument pas. Mais parce que moi qui étais dans quelque chose, vous voyez, de très cartésien, hein, très rationnel, très boum, comme ça, ben, en entrant en contact avec les bébés, en découvrant le monde des bébés, ben, alors là, ça marche pas du tout. Hein. Si vous allez dans une relation avec un bébé, le rationnel, mais alors, ça marche pas. Donc il y a vraiment toute une dimension qui s'est ouverte à moi, puis qui poussait quand même, hein, vraiment depuis un moment, je pense, pour passer vraiment dans un autre mode de pensée, dans un autre mode de relation qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus instinctuel. Et c'est ça qui m'a amenée, je dirais, vraiment à changer de métier, à faire donc une formation de psychothérapeute, et puis voilà. Et il se trouve que j'ai eu beaucoup de femmes dans ma clientèle, avec beaucoup de problématiques autour de qu'est-ce que c'est qu'être une femme. J'ai eu plein de femmes qui me disaient, mais oui, bah, je suis une femme, voilà, j'ai la panoplie, mais moi je ne me sens pas femme. Hein. J'ai beaucoup de femmes avec des problématiques vraiment autour du féminin. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les femmes, dans leur grande majorité, ne connaissent pas leur corps, ne savent pas comment elles sont faites intérieurement, elles ne savent pas comment ça fonctionne. Et là, c'est vraiment pas du tout une question de niveau d'éducation ou quoi que ce soit, hein, même des bacs plus tout ce qu'on veut. Quand on leur demande, mais votre utérus, il ressemble à quoi, il est gros comment, et tout ça, et qu'est-ce qui se passe pendant votre cycle, et ben c'est, ben, et puis, ben en fait, je sais pas trop. Hein, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui vivaient très mal leur cycle menstruel. Et puis beaucoup qui vivaient aussi très mal leur ménopause. Enfin voilà. Hein, et il y a beaucoup de femmes qui ont très mal vécu leur puberté. Il faut bien le dire, ça, même dans les générations plus jeunes, la puberté, ça n'a pas été forcément quelque chose de facile. Et du coup, voilà, ce qui m'a amené moi à beaucoup travailler à ces endroits-là et accompagner les femmes dans ça, parce que je ne vois pas comment on peut être bien si on n'est pas bien dans son corps de femme. Et bon, pour les hommes, si on n'est pas bien dans son corps d'homme, c'est quand même compliqué aussi. Et les femmes ont vraiment besoin d'accompagnement à certains moments de leur vie. Je pense qu'à la puberté, elles ont besoin d'être accompagnées. Quand elles deviennent mères, elles ont besoin d'être accompagnées. À la ménopause aussi, elles ont besoin d'être accompagnées. Pas forcément en thérapie, mais d'être accompagnées. Et c'est donc ce qui a fait que moi, j'ai commencé à me pencher un peu sur toutes ces questions-là et que je travaille donc beaucoup avec les femmes autour du cycle menstruel et autour de la ménopause. Voilà pour expliquer un petit peu ce qui m'amène là aujourd'hui à vous parler de tout ça. Et donc moi je ne vais pas du tout vous parler avec ma tête aujourd'hui, je ne vais pas du tout être dans ça, c'est important, je vais beaucoup plus vous parler avec mon utérus. Et puis je ne vous parle pas d'un endroit, vous savez, où des fois on est la personne qui sait, qui a plein de connaissances, plein de machins. Moi je vais vous parler de ce que j'ai vécu, et puis de ce qu'ont vécu les femmes que j'ai pu accompagner. Hein, et c'est ça qui fait ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça vient de là. Ça ne vient pas du mental, ça ne vient pas de statistiques,
mais ça vient vraiment de tout ce que les femmes que j'ai accompagnées ont pu m'apprendre, et puis aussi de ce que j'ai appris, moi, de mon chemin à moi. Et une chose qui est importante quand on entre dans ces sujets-là, c'est qu'on vit dans un monde où les modes de pensée, les modes de raisonnement et la relation au temps sont très linéaires. Vous voyez, c'est comme ça. Et même quand on considère des éléments répétitifs, comme par exemple les saisons, vous voyez, il y a printemps, été, automne, hiver, printemps, été, mais sur une ligne. Vous voyez, il y a des choses extrêmement linéaires. Or, et ça c'est une conception, c'est et, quand on raisonne, c'est il y a A et B, donc C, puis D, et ainsi de suite. On est sur des choses très linéaires. Or, les femmes, et pas que les femmes d'ailleurs, le vivant en général, ne vit pas sur un mode linéaire, mais vit sur quelque chose qui est de l'ordre du cyclique. Hein, le cycle du jour et de la nuit, le cycle des saisons, le cycle menstruel, le cycle de la vie, hein, la vie, la mort, etc. On est dans des conceptions cycliques. Et le corps des femmes les fait vivre quand elles peuvent vivre évidemment leur cycle naturellement, c'est-à-dire sans hormones artificielles. Le corps des femmes les amène très directement dans une conception, enfin dans un vécu cyclique. Et vous voyez bien que quand on fonctionne de manière cyclique, mais qu'on doit se couler dans une société qui fonctionne linéairement, ben, ça peut tout à fait coincer. Et une partie, en tout cas une partie de ce qui peut rendre difficile pour les femmes le vécu justement de leur cycle, que ce soit le cycle menstruel ou leur cycle de vie, c'est ça. Hein, c'est le fait qu'elles ont un type de fonctionnement qui est très proche évidemment de celui du vivant, mais qui se heurte à un fonctionnement de la société qui, lui, ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Voilà. Donc moi, dans ma façon de vous présenter les choses, je vais être plus cyclique que linéaire. J'ai tendance à dire, moi je suis beaucoup dans une pensée arborescente, vous le verrez, donc je saute de branche en branche. Alors, pour essayer quand même de ne pas sortir de la forêt, vous aurez remarqué que j'ai des petites notes. Et puis, je me suis rendu compte à l'usage que, vous voyez, avec une pochette un peu rigide, les notes ont un intérêt génial. C'est celui-là. Voilà. Et ben voilà. Donc, du coup, je me suis autorisée, parce que vous savez, au début, ça se dit, ben non, quand on fait une conférence, quand même, on doit avoir tout appris par cœur, on doit tout maîtriser, on doit... Ben non, pas forcément. Donc j'ai mes petites notes qui me, voilà, qui vont me ramener et m'éviter de partir peut-être trop dans toutes les directions. Hein, voilà. Et puis une chose importante avant de démarrer que j'ai remarqué, je vous disais que les femmes connaissent très peu leur corps. Et ben, évidemment, je me suis demandé pourquoi, parce que la plupart reçoivent des informations. Il y a des informations, il y a des cours de SVT, enfin il y a de l'information, comment dire, technique. Sauf que cette information technique, elle ne passe pas. Hein, elle ne passe pas du tout. Et moi, l'hypothèse que je fais, c'est que c'est un peu la même chose. Vous savez que comme les bébés qui sont dans les orphelinats, ils sont nourris, les bébés, mais ils ne prennent pas. Ils grossissent pas, parce que ce dont ils ont besoin, c'est pas seulement de lait, mais ils ont besoin que la nourriture, elle leur soit donnée dans un contenant affectif. Vous voyez, ils ont besoin d'être enveloppés dans des bras, dans des mots, dans de l'amour, dans de la sécurité, et c'est ça qui fait qu'ils vont prendre le lait et ils vont pouvoir en profiter. Et bien, je pense que l'information, quand elle est donnée comme ça, vous voyez, très extérieurement et de manière très technique, sans un contexte affectif, et bien effectivement, elle ne passe pas. Hein, vous savez, c'est pas compliqué, hein, quand vous vous retrouvez à 13 ans, en 4e, en classe de SVT, mélangé garçon-fille, et puis je vous donne cet exemple-là, parce que celui-là, il est particulier. Donc vous savez le schéma des organes reproductifs, vous voyez là, en rose béjasse, là, et puis que vous avez le prof qui dit, et alors là, vous voyez, vous avez les trompes de Fallope. Et alors là, tous les gars... Oh, les filles, elles ont des trompes. Et puis alors, des trompes de Fallope. Vous entendez? Vous êtes une fille et vous êtes là. Ah ben non, hein. Moi j'ai pas des trompes de Fallope, ça sûrement pas. J'ai pas. Hein,
Oui, dans un même registre, moi je me rappelle de ma fille rentrant du collège et me disant on a eu éducation sexuelle, le mec il nous a montré comment mettre un préservatif. Ah bon? Et, oui. Il me dit bah oui, il a pris une chaise, il l'a retournée, puis il a enfilé le préservatif sur le pied de la chaise. Moi, vous voyez, sérieusement, je suis un jeune garçon, là, ah bah non, hein. Moi non, je peux pas, non, c'est pas un pied de chaise, c'est pas possible. Donc vous voyez comment l'information, suivant comment elle est donnée, elle va passer ou elle va pas passer. Et aujourd'hui, il y a vraiment un gros défaut de transmission pour les femmes. Les règles, ça a toujours été très tabou, ça l'est un petit peu moins, c'est en train de bouger. La ménopause, ça l'est alors là encore plus, ça, on a l'impression. Et même la puberté, c'est-à-dire tout se passe, les femmes, elles sentent que dans leur corps, il y a quelque chose qui se passe. Parce que la puberté, la ménopause... Alors, la maternité, c'est pareil, mais la maternité, elle est, comment dire, elle est très valorisée hein, dans notre monde. Les énergies mères, la mère en la femme, ça, il n'y a aucun souci. Mais la puberté, la ménopause, il y a vraiment dans l'éprouvé intime, corporel, tout un tas de choses qui se passent et on n'en parle pas. Et c'est comme si ça n'existait pas. Et ça peut créer une immense souffrance chez les femmes, vraiment. Hein? Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler et d'en parler, voilà, de rétablir des transmissions. Les cercles de femmes permettent ça, par exemple. Hein, si on n'est plus dans des transmissions verticales comme ça pouvait se faire auparavant, où les petites filles, elles avaient toujours des mères, des tantes, des grands-mères, enfin tout autour d'elles, et il y avait des choses qui se passaient comme ça. Aujourd'hui, on peut le retrouver là. Hein, mais c'est vraiment, enfin c'est vrai que j'insiste un peu là-dessus, c'est mon dada, c'est que tant qu'on ne sait pas comment on est fait, comment on fonctionne et quel sens ça a, ce fonctionnement, ben, on vit les choses, on peut les vivre très mal. Et donc il y a comme ça plein de femmes qui ont très mal vécu leur puberté, qui ont toujours très mal vécu leur cycle menstruel et leurs règles, qui donc évidemment vivent mal leur ménopause, hein, parce qu'il y a des liens. Et c'est quand même très dommage. Hein, parce que, sauf quand il y a vraiment une pathologie, mais il n'y a aucune raison que les règles, le cycle menstruel ou la ménopause se passent mal. C'est pas normal. Ben oui, je sais, ça peut même paraître choquant, mais sauf vraiment pathologie, il n'y a pas de raison. Par contre, oui, souvent ça se passe mal, mais c'est pas, c'est parce que ça dit autre chose. Et c'est ça que je vais un petit peu vous emmener voir là dans ce petit voyage-là. Alors la ménopause, c'est quoi? Alors la définition officielle de la ménopause, c'est que vous êtes ménopausé quand vous n'avez pas eu vos règles pendant 1 an. Voilà, définition avec ça, on est content. C'est ça la ménopause. Voilà, boum. En fait, la ménopause, c'est une crise. Mais c'est une crise, vous savez, en chinois, les Chinois écrivent le mot crise avec 2 idéogrammes. Un qui veut dire danger et un qui veut dire opportunité. Et effectivement, dans ce sens-là, dans ce double sens-là, la ménopause est une crise. Et la ménopause, mais vraiment comme la puberté, elle vient bouleverser la femme, alors vraiment dans son intérieur, puisqu'on verra les changements, mais donc c'est à la fois une crise existentielle, une crise identitaire, une crise narcissique. Ça touche tous les domaines. Hein, et qui vont être concernés par ces changements-là. Il y a des éléments physiologiques, mais il y a des éléments psychiques. Il y a aussi des éléments qui sont complètement liés au socioculturel. Hein. Il y a tout le psychosocial qui intervient énormément. Et ça va toucher à tous les domaines de la vie de la femme, ce passage-là. Alors, on dit la ménopause, on a l'impression que un jour je ne suis pas ménopausée, le lendemain je suis ménopausée. En fait, c'est quelque chose qui s'étale sur une bonne dizaine d'années. Entre le début des premiers signes de ménopause, ça s'étale facilement sur une dizaine d'années. Et c'est un passage, c'est une traversée. Et ma foi, comme tout passage, des fois, ça peut être un peu houleux. Mais ça a du sens. Hein, la ménopause, c'est un passage naturel de la vie des femmes. Et si ça se passe mal,
bon, c'est en grande partie parce que nous renvoie quand même l'image qu'on nous renvoie, mais aussi ça dit des choses. Mais ce n'est pas une fatalité. Hein. C'est vraiment pas une fatalité. Pareil, quand on a un syndrome prémenstruel important, ce n'est pas une fatalité. Alors là, je vous dis vraiment d'expérience, parce que jusqu'à maintenant, dans tous les ateliers Fleur de Lune, il n'y a pas un syndrome prémenstruel qui a résisté. Chaque fois, à la fin d'atelier, et pourtant j'ai eu des personnes qui étaient couchées pendant 3 jours avec des migraines et des choses comme ça. Juste le fait, et moi je n'ai pas de pouvoir magique, hein, là, je vous rassure, mais juste le fait de mettre du sens, de comprendre ce qui se passe, d'apprendre à s'écouter, etc., et ben le syndrome prémenstruel, il s'en va. Ouais. Voilà. Et donc, pour la ménopause, c'est aussi du même ordre. Il y a vraiment moyen, même s'il peut y avoir des symptômes physiques vraiment invalidants, il y a vraiment moyen d'améliorer les choses. Vraiment, vraiment. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la ménopause est quand même, majoritairement vécue par les femmes dans beaucoup de souffrance et beaucoup de solitude, beaucoup de silence. Par contre, ça n'a pas toujours été comme ça, parce que pour nos grands-mères, arrière-grand-mères, la ménopause, c'était quand même un sacré soulagement. C'est-à-dire que ça y était, fini les grossesses à répétition. Non mais c'est vrai. Hein. Donc la ménopause, ça marquait un tranquille. Hein. Et je pense aussi que ça se vivait mieux aussi parce qu'à l'époque, vieillir était autorisé. Quand même. Moi, je me rappelle de ma grand-mère, elle était toute petite, toute boulotte, toute ridée, on aurait dit une petite pomme là, mais elle se regardait dans la glace et elle disait « Oh, qu'est-ce que je suis belle !» Et elle n'était pas prise dans ce dont quoi on est pris aujourd'hui, de cette injonction à pas le droit de vieillir, il faut rester jeune. Ah si, on a le droit de vieillir, mais à condition de rester jeune. Cherchez l'erreur. Hein. Voilà. Et puis, il faut voir aussi que la ménopause, pour l'espèce, c'est quand même au service de la sauvegarde de l'espèce, parce que si on continuait à avoir des enfants, vous imaginez la mortalité qu'il y aurait aussi. Hein. Et puis, moi j'ai quand même tendance à penser que le corps est quand même vachement bien foutu. C'est quand même absolument formidable un corps. Comment ça fonctionne, c'est hallucinant, comme c'est bien fichu. Regardez, la grossesse, notre corps, il est fait pour rejeter un corps étranger. Pendant la grossesse, qu'est-ce qui se passe? On l'accepte. Vous voyez? Donc, moi, je ne peux pas croire que le corps aurait décidé, la nature aurait décidé de nous faire vivre un truc épouvantable quand on arrive à la cinquantaine et qu'il aurait voulu, je ne sais pas, nous punir de je ne sais pas trop quoi, en nous faisant vivre un truc horrible. Donc, à la ménopause, le corps, c'est quelque chose qui est au service, qui est à notre service finalement, la ménopause, dans son essence. Après, je fais bien la différence avec la façon dont on peut la vivre. Hein. Mais quelque part, il y a vraiment la ménopause, elle est au service de l'espèce et elle est au service de notre santé aussi. Hein. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à penser que le corps, il est vachement bien fait. Alors, la ménopause, en fait, les seuls discours qu'on a sur la ménopause, parce qu'on n'entend pas beaucoup les femmes sur ce sujet, si on exclut les blagues pas très drôles, hein, en général, c'est soit le discours médical, soit le discours qui nous vient du socio-culturel. Alors, on va commencer par le discours médical. Qu'est-ce que c'est que la ménopause pour le médical? C'est une carence en oestrogène, c'est une chute des taux hormonaux, c'est un déficit. Et vous verrez que tous les termes employés, ils sont comme ça. Carence, déficit, baisse. Mais par rapport à quoi? Parce qu'en fait, la norme, c'est la femme de 30 ans. Ben ouais, mais c'est comme si on comparait une petite fille de 10 ans avec une femme de 30 ans. Ben oui, mais c'est pas pareil. Mais ça ne veut pas dire que c'est anormal. Donc oui, effectivement, il y a des modifications hormonales qui se produisent, mais vous voyez, dans le médical, tout de suite, c'est une carence. C'est-à-dire qu'il faudrait, on considère que c'est les taux hormonaux de la femme de 30 ans qui sont les taux normaux, il faudrait rester là. Sauf que, non, on n'a pas 30 ans, donc a priori, ça va pas trop le faire. Hein. Mais le médical a vraiment tendance à présenter la ménopause comme une pathologie, un petit peu comme une maladie qu'il faut combattre.
voire éradiquée pendant qu'on y est. Hein? Et dans la société, c'est un petit peu, vous voyez, ce qui se passe pour les femmes, c'est, voilà, vous êtes une femme, bonne quarantaine d'années, là, voilà, je prends mon 45, vous êtes un peu posée dans votre vie, hein, voilà, vous avez fait votre carrière, peut-être vous avez eu des enfants, vous avez eu des relations de couple, enfin, vous êtes un peu posée, a priori vous avez quand même moins de complexes qu'à 15 ans, vous savez un petit peu plus qui vous êtes, enfin vous êtes bien quoi, vous voyez, vous êtes là dans votre vie et puis vous êtes bien quoi. Ah là là là. Et vous voilà, elle est tranquille, et puis à un moment au détour du chemin, PAM, d'un coup de baguette maléfique, vous vous retrouvez transformé en petite vieille toute ratatinée, avec des bouffées de chaleur partout, le vagin tout sec, la libido dans les chaussettes, et en plus il faut que vous portiez des couches parce que vous avez des fuites urinaires. Alors, j'exagère qu'un peu. Hein. Ça va. Alors évidemment, comment dire, présenté comme ça fait pas vraiment envie. Dit autrement, à partir du moment où là vous avez l'estampille, c'est comme si vous aviez une date de péremption. Vous passez la date, poum, c'est fini. Vous n'êtes plus, à la fois vous n'êtes plus sujet de désir, c'est-à-dire que voilà, vous êtes ménopausé, donc vous n'êtes plus dans le désir, et je ne parle pas que de sexualité là vraiment, hein, je passe au sens général, et vous n'êtes plus non plus socialement désirable. Femme de 50 ans, dans les entreprises, elle a beaucoup plus de mal. On voit bien comment socialement, un homme de 50 ans est top, un homme de 50 ans, hein, il peut séduire, il peut faire des enfants, il peut... Pas de souci, un homme de 50 ans. Une femme de 50 ans, allez, hein, on passe. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là, et c'est d'une violence extrême. Hein, c'est d'une violence extrême. Alors effectivement, on a parlé hein, de ce monde dans lequel on vit, où la norme, effectivement, c'est la jeunesse. Donc on n'a pas le droit de vieillir. C'est hallucinant, tous les articles qu'on trouve sur comment bien vieillir, c'est pour bien vieillir, rester jeune. Ah mais j'ai fait des couvertures de magazines, partout c'est ça, il faut penser jeune, il faut penser jeune. Comme si vieillir, c'était obscène. Comme si vieillir, c'était, en tout cas pour les femmes, absolument décrépir. Pour les hommes, c'est différent. On voit bien des hommes politiques, ils ont 70 ans, 80 ans. Pourtant, ils continuent, il n'y a pas de souci. Donc, ça renvoie aussi à la façon dont la société considère un certain nombre de choses. Alors, avec une différence de traitement, oui, quand même, très clairement, entre les femmes et les hommes. Il y a des injonctions sur le corps des femmes qui sont plus fortes que sur celui des hommes. Et puis, on est dans un monde où il faut être tout le temps, vous savez, pas une tête qui dépasse, c'est-à-dire que eh ben, vous êtes triste, oh là là, prenez vite des antidépresseurs. Vous êtes angoissé, pouf, des anxiolytiques. Vous êtes malade, des antibiotiques. Vous voyez, c'est comme s'il faut être toujours bien. Vous vieillissez, faites quelque chose, du botox, je ne sais pas trop quoi, mais surtout laissez pas faire. Hein, on est dans quelque chose qui ne supporte plus finalement que ça. Voilà. Or, la femme, elle fait ça. La femme, elle est cyclique. Et alors, la femme, elle fait ça. Voilà. Et quand on veut la réduire à ça, ce que fait d'ailleurs très bien la pilule et les traitements hormonaux, eh ben, c'est assez violent. Hein. Alors, vous voyez cette espèce d'effet là de couperet qui vous tombe dessus quand vous franchissez ça. Et puis, alors par contre, il y a quand même quelque chose, c'est que vous avez Zorro qui arrive sur son grand cheval, là, et qui dit, bon, c'est horrible ce qui vous arrive, ma petite dame, mais alors moi, j'ai la solution. Donc moi, j'ai l'industrie cosmétique, j'ai la chirurgie esthétique, j'ai toutes ces choses-là, et si vous recourez à moi, je vais vous arranger ça, on va s'arranger pour que ça ne se voit pas que vous êtes passé de l'autre côté. Hein, mais c'est un peu... Je caricature un petit peu, mais je ne sais pas si vous... Moi, je regarde beaucoup les pubs. Hein. Alors, vous avez une pub, alors là, c'est ma préférée en ce moment. Je l'adore beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est. C'est femme d'une cinquantaine, hein, mais bien, enfin, ouais, bien. C'est vachement rude parce que mon mari et moi, ce qu'on partageait beaucoup, c'était les voyages. Et puis maintenant, là, j'ai des fuites. Je ne peux plus voyager avec lui. Mon couple est en danger. Mais heureusement, alléluia, j'ai les serviettes, machin truc muche.
vachement jolie, qui se voit pas même sous un jean slim, machin et tout, c'est voilà, ça a sauvé ma vie. Hein. Et puis les autres qui, oh ben moi je peux danser tant que je veux, j'ai ma super culotte invisible, machin. C'est franchement génial, hein, quand vous rentrez avec votre mec, bah, attends chérie, je vais enlever ma couche. Ah non mais ça, c'est super quoi. Hein. Et ça, alors vous le trouvez même pour les plus jeunes. Sauf que les plus jeunes, on leur vend pas des couches, mais des protège-slips un peu plus absorbants. Je ne sais pas si vous avez vu les moments, oups, cette pub, vous avez une jeune nana, elle sort une grosse malle d'un coffre de voiture, puis ça fait oups. On a tous nos moments, oups. Mais pas de problème avec le protège-slip, machin truc, pas de souci. Vous pouvez faire pipi dans votre culotte, tout va bien. Et vous voyez bien là, ça propage l'idée qu'à 50 ans, vous avez des fuites urinaires et que c'est normal. Et que c'est normal. Mais d'où ça sort que c'est normal? C'est hallucinant, on fait des dégâts considérables à cet endroit-là. Oui, le périnée peut être plus fragile avec les modifications hormonales, hein, ça c'est vrai. Et puis avec l'âge, mais un périnée, ça se travaille, ça se muscle, sans aucun problème. On va quand même pas mettre des couches à 50 ans, enfin. Mais vous vous rendez compte? Et quand vous êtes une petite fille machin, ben vous intégrez que à partir de 50 ans, on met des couches, mais sans même vous en rendre compte. Vous voyez? Et là, c'est cette pub-là, mais il y en a un paquet d'autres. Hein. Voilà, je ne sais pas tout en tête. Donc vous voyez bien comment on est bombardé de représentations qui sont extrêmement insidieuses. Et puis depuis des années et des années, hein, parce que là, je ne vais pas vous faire des pubs sur les règles, parce que là, il y en a la liberté d'oublier ces règles. Voilà, parce que le but, visiblement, c'est de les oublier. Ah bon? Ben non, moi je veux pas, enfin, puis maintenant, moi j'en ai plus, mais non, surtout pas les oublier. Voilà, c'est génial les règles, je vous jure, c'est génial. Quand on a... Si. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas convaincu, mais... mais vraiment, c'est quelque chose de formidable. Le corps des femmes, c'est une merveille. Et on leur apprend à le vivre comme un poids, comme un fardeau, comme un handicap. Hein? Et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Alors, je vais dire un mot du traitement hormonal. Hein. J'ai parlé de la pilule. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, on reviendra dessus après si vous voulez, hein. Le traitement hormonal, il muselle la femme. Que ce soit la pilule ou le traitement hormonal de la ménopause, il muselle la femme. C'est-à-dire que ça là, voilà, elle devient bien linéaire, donc il n'y a plus de... Voilà, donc on est tranquille. Un peu... voilà. Alors après, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de traitement, ni qu'il ne faut pas prendre la pilule. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où on a vraiment besoin d'avoir une contraception béton et ok, on va vers la pilule. Si vraiment on est trop mal à un moment à la ménopause, on peut prendre un traitement substitutif. Mais l'idée, c'est de le prendre le plus faiblement dosé possible et le moins longtemps possible. Et dans la conscience qu'en fait, ça va ne faire que masquer les symptômes, ça ne va pas régler les problèmes de fond. C'est comme les antidépresseurs. Hein. Si vous prenez des antidépresseurs, bon, vous allez être mieux, mais ça ne règle en rien les causes de votre dépression. Hein. Donc c'est un petit peu la même chose. Voilà. Donc non, l'utérus, je vous en parlerai après. Juste une petite parenthèse, hein, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez plus vos règles que votre utérus ne sert plus à rien. Au contraire, l'utérus est extrêmement important. On viendra dessus après si on a le temps. Mais et à la ménopause, il peut devenir très très bavard, l'utérus. Alors ça, c'est la façon dont est considérée la ménopause. Vous pouvez intervenir hein, si vous voulez. Hein. Après. Ça, c'est la façon dont est considérée la ménopause dans nos sociétés. Elle n'est pas considérée comme ça partout. Vous voyez, il y a des endroits, par exemple en médecine chinoise, la ménopause, ça s'appelle le deuxième printemps. Ben oui. Et donc, ils considèrent que l'arrêt des menstruations, c'est un effort naturel du corps pour ralentir le processus de vieillissement. Ah oui. Et par exemple, en médecine chinoise, les bouffées de chaleur, on reviendra dessus aussi sur les bouffées de chaleur, c'est un rééquilibrage yin-yang. Les bouffées de chaleur nous permettent intérieurement de rééquilibrer notre yin, notre yang. Donc c'est aussi,
au service de notre équilibre et de notre bonne santé, puisqu'on sait bien qu'en médecine chinoise, la bonne santé, elle passe par un équilibre entre le yin et le yang. Hein? Alors, vous voyez, par exemple, au Japon, on avait fait il y avait eu une grande enquête qui avait été faite un peu dans le monde entier sur les symptômes de la ménopause. Et quand ils ont voulu la faire au Japon, ils ont eu un petit problème parce qu'ils voulaient traduire et bouffée de chaleur. Impossible à traduire bouffée de chaleur. Pourquoi? Parce que les Japonaises n'ont pas de bouffée de chaleur. Elles ont des bourdonnements d'oreilles. Mais elles n'ont pas de bouffée de chaleur. Il n'y a pas de mot pour dire bouffée de chaleur. Voilà. Donc c'est aussi pour montrer que même des symptômes physiques, ils peuvent vraiment être très liés à un contexte culturel. Hein? Ouais. Et on verra que vraiment, là je fais une petite parenthèse, mais tout est interdépendant. Hein, on ne peut pas tout mettre sur le dos de nos hormones. Il y a les hormones, mais il y a le contexte, il y a notre état émotionnel, il y a notre hygiène de vie, il y a plein d'éléments, et il y a nos croyances. Alors ça, elles ont une importance énorme, et tout ça interréagit. Et tout ça va faire qu'on va le vivre plus ou moins bien. Alors ça, c'était pour le Japon. Et alors, il y a les Iroquois. Alors moi, j'ai un faible pour les Iroquois. J'aime beaucoup les Iroquois, je les trouve assez super. Et en fait, chez les Iroquois, alors déjà, les cycles menstruels, bon, il y a des rituels de puberté qui sont très chouettes. Et puis les femmes chez les Iroquois, il y avait ce qu'on appelait la Moon Lodge, qui était une tente qui était un petit peu à l'écart du village. Et donc les femmes, chaque fois qu'elles avaient leurs règles, pendant 2-3 jours, elles allaient dans la Moon Lodge. On s'occupait de leurs enfants, de leur boulot. Et pendant 3 jours, elles étaient entre femmes, à avoir leurs règles, à rêver, à dormir, à parler, à ce qu'elles voulaient. Ouais, vous imaginez, hein, ça aurait été chouette. Hein. Oh. Hein? Oui, c'est un travail. Ah oui, c'est un travail. C'est-à-dire que c'est les autres, voilà, elles ne s'occupaient pas de leurs enfants, elles ne travaillaient pas, elles étaient juste là. Et comme en plus, les Amérindiens attachaient une importance très grande aux rêves. Hein, et les menstruations, c'est un état modifié de conscience. Bon là, je vais vous demander de me croire sur parole parce que je ne vais pas avoir le temps de développer. Mais en tout cas, pendant les règles, les femmes ont des rêves plus forts. Peut-être vous pouvez le constater pour vous. Hein. Et donc, les rêves, bah oui, mais en tout cas, les rêves que faisaient les femmes dans la Moon Lodge étaient utilisés par la tribu. Parce qu'ils étaient considérés comme très puissants, ces rêves-là. Donc non seulement elles étaient tranquilles et déchargées de tout, mais en plus ça avait une utilité sociale. Ben, à mon avis, chez les Iroquoises, il n'y avait pas de syndrome prémenstruel. Je ne crois pas du tout. Et quand elles arrivaient à l'âge de la ménopause, eh ben, elles intégraient le conseil des mères. C'était un conseil donc de femmes ménopausées. On considérait que puisqu'elles en avaient terminé avec les soins aux enfants, enfin toute cette période-là de leur vie, elles pouvaient maintenant avoir un rôle politique dans la tribu. Il n'y a pas une décision qui se prenait sans que le conseil des mères soit d'accord. Il y avait un conseil des guerriers. Si vous voulez aller faire la guerre à une autre tribu, ils ne pouvaient pas le faire s'il n'y avait pas l'accord du conseil des mères. Vous voyez ? Donc elles avaient vraiment un rôle super important. Elles faisaient remonter les problèmes, elles les présentaient au conseil des guerriers, ça leur revenait, elles approuvaient les solutions ou pas. Et voilà. Ben, là aussi, je pense que la ménopause des Iroquois devait se passer assez bien. Oui. Voilà. Donc comment, hein, la façon dont effectivement c'est accueilli, ça joue énormément sur la façon dont c'est vécu. Hein. Et puis dans pas mal de traditions aussi, le fait que la femme soit ménopausée, ça lui donnait quand même plus de droits en termes par exemple de pouvoir sortir, enfin, dans les relations avec les hommes, de pouvoir sortir librement. Elle pouvait accéder aussi, dans certaines cultures, elle peut accéder à plus de liberté. Bon, c'est pas normal qu'elle ne l'ait pas eu avant, on est bien d'accord, mais en tout cas voilà ce que ça pouvait être. Hein. Voilà. Et donc, on voit bien comment le symptôme, hein, ou les symptômes qu'il y a autour de ça, eh ben, ils parlent de tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'en médecine classique, le symptôme, il est considéré comme quelque chose qu'il faut supprimer, hein, évidemment. Et c'est ça,
le traitement substitutif de la ménopause, le traitement hormonal, c'est ça, il y a un symptôme, pouf, on le supprime. Mais, du coup, on n'entend pas ce qu'il dit, le symptôme. Hein, et toutes les médecines, je dirais, enfin, dites douces, alternatives, etc., au contraire, le symptôme, elle l'écoute. S'il y a un symptôme, ça dit quelque chose qui est à entendre. Il y a quelque chose à comprendre. Hein, c'est une façon qu'a le corps de s'exprimer, en général quand même, pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après, le corps, avec sa façon de s'exprimer, c'est pas toujours simple de le comprendre. Ça demande des fois un petit peu de temps pour décrypter. Mais quand il y a un symptôme, ça dit toujours il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et c'est à entendre, et c'est en allant chercher ça que en fait le symptôme il lâche. En tout cas, il diminue beaucoup. Voilà. Et c'est comme un système de guidage intérieur. Vous voyez, quand ça chahute au moment du cycle menstruel, le cycle menstruel, c'est un baromètre de notre état, pas seulement de notre état de santé psychique, mais de notre état de santé émotionnelle, énergétique et tout. Quand ça chahute, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ça chahute trop à la ménopause, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui est à entendre. Alors, sur le plan hormonal, si justement on essaie d'aller écouter la ménopause et voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors, je ne suis pas tout bib, hein, donc je ne vais pas vous faire un exposé hyper... voilà, mais j'en ai extrait l'essentiel. Dans un premier temps, il y a effectivement une diminution de certaines hormones. Vous avez la progestérone en général qui diminue en premier, et ensuite les œstrogènes. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, nous, dans notre monde, on est focalisé sur les œstrogènes, que sans œstrogènes, on n'existe plus. Hein, sachant que quand même, pour dire comme ça, il n'y a pas que les ovaires qui fabriquent des œstrogènes dans notre corps. Hein, et que le corps étant bien foutu, quand les ovaires font plus leur boulot, bah, c'est d'autres organes qui s'y mettent à la place. Hein. Donc, en fait, voilà ce qui se passe. Vous avez votre corps, alors vous savez que les commandes, elles viennent de là-haut, hein, de l'hypophyse, de l'hypothalamus, voilà. Et puis vous avez vos ovaires qui tous les mois font leur boulot, etc. Et puis vos ovaires, et ça fait une quarantaine d'années qu'ils bossent, ils commencent à en avoir marre, fatigue quoi un peu, ils se disent que le temps de la retraite quand même commence à arriver. Et puis ils ne sont pas cons, hein, ils savent bien qu'une grossesse, un enfant, on en prend au moins pour 20 ans, donc là quand même ça fait beaucoup. Donc les ovaires, tranquillou, vous voyez, ils commencent à se mettre au repos, à freiner les cas de fer, ils n'obéissent plus à ce qui vient de là-haut. Hein. Alors, on pourrait se dire, donc les hormones qui stimulent les ovaires, oh là, il faut que je regarde, c'est le GnRH, voilà, qui après va faire fabriquer le LH et le FSH, qui sont les hormones qui vont libérer, qui vont permettre l'ovulation. Donc le cerveau, lui, comme il n'est pas fatigué, ça celui-là, pour qu'il s'arrête, hein, et il continue à envoyer ses hormones pour dire « Eh oh les gars, au boulot, au boulot, au boulot !» Et les ovaires causent toujours, on ne veut plus. Donc on pourrait se dire, le cerveau au bout d'un moment, il comprend, et pas con quand même, il comprend que ça ne sert à rien d'envoyer ces hormones-là, donc elles vont diminuer. Pas du tout. Pas du tout. Ces hormones-là, au contraire, augmentent et vont rester à un niveau stable. Alors qu'avant, elles étaient fluctuantes, hein, là, elles vont rester à un niveau stable et à un niveau assez haut. Pourquoi? Le corps, il ne fait pas des trucs pour rien. Pourquoi il continue ça? Puisqu'il n'y a plus, justement... Voilà. Et bien parce que ces hormones-là, elles ne servent pas, justement, qu'à l'ovulation. Pendant nos années de fertilité, elles servent à ça, c'est vrai, mais à un moment, elles vont servir à autre chose. Alors, à quoi elles vont servir? Eh bien, on se rend compte, et là, je vous passe les détails, c'est que ces hormones-là vont stimuler des zones du cerveau qui sont les zones de l'intuition, les zones de la créativité, un peu, et les zones aussi où sont encodés nos souvenirs. C'est pour ça que souvent, à la ménopause, il y a des choses qui remontent. Hein. Il y a énormément de femmes qui, bon, il y a eu des choses qui ont été mises, voilà, qui ont été mises sous cloche, éventuellement des événements ou des abus ou des choses comme ça. Et souvent à la ménopause, effectivement, sous l'effet des changements hormonaux, alors ce n'est pas les hormones qui créent quoi que ce soit, hein, mais le changement hormonal, ce qu'on appelle la levée du voile hormonal, va permettre qu'il y ait des choses qui étaient enfouies qui vont remonter. Alors ça peut être des choses dans votre histoire personnelle,
Ça peut être des choses qui viennent du psychogénéalogique, du transgénérationnel. Hein. Et ça peut être donc des événements, mais ça vient aussi stimuler, en tout cas permettre la zone des émotions, et en particulier de la colère. Oui. Voilà. Alors tout le monde sait qu'un des symptômes de la ménopause, c'est l'irritabilité. Hein? Voilà, les femmes, avant la ménopause, elles deviennent irritables. Ben oui, moi alors vous voyez, moi ce qui m'étonne, hein, c'est pas qu'elles soient irritables à la ménopause, hein, c'est qu'elles ne l'aient pas été avant. Ah ben oui. Et vous voyez là, il y a quelque chose qui remonte à ce moment-là de la vie. Ce qu'on a réussi à mettre sous cloche pendant des années, là, à ce moment-là, ça va remonter. C'est un peu la même chose qui se passe juste avant les règles, où là aussi, le changement hormonal va faire que si on a avalé des couleuvres pendant le mois, si on a avalé des trucs, si on a mis le couvercle sur des choses, à ce moment-là, ça va flamber. Et évidemment, socialement, la colère, elle n'est pas trop autorisée aux femmes. Hein. Les hommes, un homme qui se met en colère, c'est un homme qui a du tempérament, qui a du caractère. Une femme qui se met en colère, c'est une hystérique. Un peu caricatural, mais pas faux. Hein. Donc, effectivement, et l'irritabilité, c'est juste là. Je dirais, c'est les petits éclats d'une colère qui est plus profonde et à laquelle la femme n'a pas forcément accès. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire par là par rapport à la contraception hormonale? Ça met sous cloche, comme tu dis. Alors, oui. Au niveau de la colère, par exemple. Ah ben ça l'empêche de monter. Totalement. Hein, enfin, totalement. Qui arrive à la ménopause ensuite. Voilà. Alors évidemment, si toute notre vie de femme, on a été par exemple sous pilule, ou sans être sous pilule, on a mis le couvercle, voilà, et que donc on a eu un syndrome prémenstruel et que chaque mois ça flambait, mais qu'on n'a pas écouté. Hein, parce qu'il faut quand même voir que le traitement qu'on préconise hein, pour le syndrome prémenstruel, c'est les antidouleurs, les antidépresseurs. Hein. Ah oui, non, c'est toujours, on fait taire les femmes. Hein. Donc effectivement, à ce moment-là, la ménopause, ça va flamber. Effectivement. Hein. Plus on a vécu positivement son cycle menstruel pendant les années de fertilité, mieux ça va se passer à la ménopause. Donc effectivement, les changements hormonaux vont faciliter la remontée de tout un tas de choses. Ça ne va rien créer. Hein. Donc, ce n'est pas les hormones qui vous mettent en colère, ce n'est pas les hormones qui vous rendent irritable. Non, juste elles permettent que ça émerge. Hein. Et c'est vrai que et d'ailleurs, c'est la progestérone qui va diminuer en premier. Et la progestérone, c'est l'hormone, j'allais dire, qui arrondit les femmes. Alors qui les arrondit dans le corps, c'est vrai parce qu'en deuxième partie de cycle, on a les seins un peu plus ronds, le ventre un peu plus rond, et puis à l'intérieur, notre utérus, il devient aussi plus accueillant. Mais c'est aussi l'hormone qui... les hormones féminines, pendant toute la période de fertilité, elles nous poussent naturellement, biologiquement, à prendre soin de l'autre. Hein, puisqu'on est dans créer la vie, enfin, il y a quelque chose qui va faire que, bon, plus le socioculturel qu'on rajoute des tonnes, parce qu'il adore ça, on va être beaucoup amené à se tourner vers l'autre, à faire pour l'autre, et à être à l'écoute des besoins des autres. Mais ça, souvent, c'est au détriment de nos propres besoins et au détriment de notre propre écoute. Et donc, ce qui se fait entendre très fort à la ménopause, c'est les besoins de l'âme. C'est vraiment nos besoins à nous. Et le fonctionnement hormonal va favoriser ça. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hormonal, l'émotionnel, notre système de croyance, donc le mental, notre hygiène de vie, tout ça va interagir. Et de manière générale, même si effectivement la ménopause ou les règles peuvent s'accompagner de symptômes physiques, ces symptômes-là vont être exacerbés, vont durer plus longtemps et être plus violents si la femme est en déséquilibre émotionnel, s'il y a des blessures à cet endroit-là. Ça va faire flamber. Voilà pour ce qui est pour ce qui se passe sur le plan hormonal. Hein, c'est ça. Il y a vraiment un réveil de la mémoire du corps à ce moment-là. Et tout ce qu'on a vécu
Hein, notre corps garde la trace de tout ce qu'on a vécu, même si nous, dans nos souvenirs conscients, on en a oublié beaucoup. Hein. Et notre utérus, alors, est l'organe des mémoires par excellence, et y compris l'organe des mémoires transgénérationnelles. Pour ça aussi qu'il peut y avoir pas mal de fibromes à ce moment-là, ou de choses comme ça. Mais ça, c'est pareil. Hein, moi, j'ai vu des fibromes disparaître comme par enchantement, hein, sans opérer, sans rien du tout. Hein, voilà. Là aussi, il y a des choses à comprendre. Hein. Et donc, je vais passer... bon, ça va, vous tenez le coup? Oui. Hein, bon. Donc, j'ai beaucoup fait le parallèle entre la ménopause et la période prémenstruelle. Hein. Et je vais vous expliquer un peu rapidement, mais comment ça se passe au niveau du cycle menstruel, parce qu'on peut faire des liens entre les phases du cycle menstruel et les phases de la vie des femmes. Et en fait, tant que vous êtes dans votre vie de femme fertile, vous avez deux pôles qui sont les menstruations et l'ovulation. Et entre les deux, des règles jusqu'à l'ovulation, vous êtes dans des énergies qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. Et si on assimile ça à la nature, c'est le printemps et l'été. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, dans la nature, au printemps, la sève, elle commence à remonter des racines, et elle va jusqu'au bout des branches, et puis en été, ça fleurit, ça fructifie, etc. Donc la femme, juste après ses règles, elle est dans le printemps de son cycle. Hein, ça va de quelques jours, enfin quand ses règles se terminent jusqu'à quelques jours avant l'ovulation. Elle est dans le printemps de son cycle et là, les énergies sont effectivement très printanières, très jaillissantes. C'est la période dynamique, en général, elle sent beaucoup d'énergie. C'est là où la femme est la plus proche des énergies masculines. Hein, elle est dans l'action, elle a le mental clair, voilà, quelque chose comme ça. Et puis, on arrive à l'été, c'est la période d'ovulation, 3 jours avant, 3 jours après, et là, il y a quelque chose, vous voyez, en été, là, on est dans l'ouverture, c'est l'été, c'est le soleil, c'est les foins, c'est les fruits, c'est tout ça. Et la femme à l'ovulation est dans des énergies qu'on pourrait appeler les énergies mères, qui sont des énergies d'aller vers l'autre, de prendre soin. Vous voyez, autant le printemps, si vous avez un truc où vous avez vraiment besoin d'analyser tout ça, c'est le bon moment. Au moment de l'ovulation, ça va être le bon moment pour faire des fêtes, inviter des amis, enfin dans cette dimension-là. Et puis, après l'été, quand l'automne arrive, qu'est-ce qui se passe? La sève, elle redescend tout doucement dans les racines, hein, progressivement. Et pour la femme, c'est pareil. Elle sent progressivement que ça appelle à l'intérieur. Voyez? Et là, elle est dans des énergies qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. Jusqu'à l'hiver, où là, la sève, elle est redescendue, je dirais, complètement dans les racines. Et la femme, à ce moment-là, vous voyez, elle va, fin d'automne, début d'hiver, c'est sa période prémenstruelle, elle est appelée dans son monde intérieur. Sauf que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En général, elle essaie de continuer à vivre comme si de rien n'était, comme on attend qu'elle le fasse. Vous voyez, comme je dis toujours, si en plein hiver, vous décidez que vous avez envie de sortir en maillot de bain et en tongs, qu'est-ce que vous allez le faire? Mais qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va dépenser une énergie considérable pour maintenir votre température. Vous allez avoir froid, donc vous risquez de choper la crève. Vous avez de mauvais poils quand même, c'est pas très agréable. Ça vous rappelle des choses, ça? Hein? Ça? Alors que si vous sortez avec votre doudoune, vos boots, votre bonnet et tout ça, d'accord, vous serez un peu engoncé et vous ne pourrez pas faire la même chose qu'en maillot de bain, mais n'empêche que vous serez bien. Donc, en fait, ce qui fait... on dit souvent les règles, ça fatigue ou... Non, les règles, ça n'a jamais fatigué personne. C'est pas fatigant, les règles. Ce qui fatigue, c'est qu'on n'écoute pas nos besoins à ce moment-là. Et au moment des règles, de quoi on a besoin? Qu'on nous foute la paix, qu'on nous oublie. Voilà, qu'on nous laisse tranquille, je le résume un peu. Mais on a besoin d'être à l'intérieur de nous, de s'occuper de nous. Voilà ce qui se passe. Et donc, la ménopause, l'adolescence correspondrait au printemps, la période de femme fertile à l'été, la ménopause, elle correspond à l'automne, et l'hiver au vieillage, on va dire. Hein. Et donc, effectivement, à la ménopause, qu'est-ce qui se passe? On est appelé à l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais, c'est la voix de l'âme là qui réclame.
on est appelé à l'intérieur de nous. Et effectivement, on a plus besoin de solitude, de tranquillité, parce que on peut pas, quand on est en train de courir dans tous les sens, à faire, comment voulez-vous qu'on puisse écouter ce qu'il y a à l'intérieur? C'est juste pas possible, ça. Donc, on a besoin de ça. Mais le monde autour de nous, il continue à nous demander de fonctionner comme si on avait 30 ans. Et forcément, forcément, ça se passe mal. Forcément, on est de mauvais poil. Forcément, on est fatigué. Forcément, on a des symptômes. Forcément. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi quand on n'écoute pas nos besoins, ça aussi, ça fait flamber. Ok, il y a le fait que le fonctionnement hormonal peut faire remonter des choses du passé, voire du transgénérationnel, parce qu'il y a des liens entre comment nos ancêtres femmes ont vécu leur ménopause et comment on peut vivre la nôtre. Hein. De manière générale, comment elles ont vécu leur féminité, comment on vit la nôtre. Mais là, vous voyez bien qu'il y a aussi comment on écoute ou pas nos besoins, notre corps. Ça va avoir énormément d'importance. Hein. C'est vraiment, garder l'image, hein, sortir en maillot de bain en plein hiver. Mais c'est ce qu'on fait en permanence, donc forcément qu'on n'est pas bien. Donc comment on peut, et c'est pas simple, hein, c'est pas simple, parce qu'effectivement on ne se sent pas légitime. Mais vous voyez par exemple, prenez un arbre, un feuillis, prenez un arbre en plein hiver. Bon, il est tout nu cet arbre, on est bien d'accord, il n'y a pas de feuilles. Il a voilà, juste ses branches et tout. Et il ne se passe pas grand-chose si on regarde. Est-ce qu'on aurait tendance à dire qu'est-ce qu'il nous fait cet arbre-là? Oh, il est fatigué, hein? Il ne ferait pas un coup de déprime? On n'aurait pas l'idée de dire ça, on sait que c'est normal en hiver. On sait que la sève, elle est dans les racines, on sait qu'il est en train de se passer autre chose, que cette autre chose qui se passe, c'est une activité de régénération, d'incubation, c'est ça qui va permettre au printemps qu'il y ait des feuilles. On trouve ça normal. Sauf que nous, quand on est comme l'arbre, avec toute notre sève à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, tu nous fais un petit coup de déprime. Ah, t'es fatigué. Non, c'est normal. On a juste besoin de pouvoir aller dans notre monde intérieur. Et la particularité de l'automne comme saison, et donc de la ménopause, vous voyez bien quand je dis ménopause, c'est une grande période, hein, c'est que c'est un moment où, comme l'automne, vous voyez, l'automne, effectivement, la sève elle commence à redescendre, mais enfin, il y a encore des fruits. C'est une période où il y a encore beaucoup d'énergie, et c'est une période où, justement, on peut naviguer entre le monde intérieur et le monde extérieur. Notre monde intérieur et le monde de la réalité. Et l'automne, c'est la période créative. Et effectivement, la ménopause, la créativité des femmes peut vraiment, si on laisse faire, peut vraiment, vraiment s'exprimer. Hein, il y a vraiment quelque chose, et je vous l'ai dit par rapport au fonctionnement hormonal aussi tout à l'heure, vraiment quelque chose de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de la créativité. Et les femmes, à ce moment-là, effectivement, ont un potentiel énorme. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a différentes phases du cycle. Hein. La femme ménopausée, elle n'est plus dans le cycle. Elle n'est plus soumise au cycle. Donc, en fait, elle navigue comme elle veut. C'est super. On se balade comme on veut. Dans ces différentes énergies aussi, dans ces différents moments. Hein. Et en particulier, le moment des règles, dont je vous disais tout à l'heure que c'est un peu comme un état modifié de conscience. Hein. Les règles vécues vraiment en conscience, c'est un accès mais à notre intuition, à nos capacités psychiques, à notre créativité intérieure. Enfin, c'est vraiment extrêmement riche. Et cet accès-là, au lieu de l'avoir quelques jours par mois, nous, on l'a tout le temps. On peut l'avoir tout le temps, en tout cas, en permanence. Tout l'intérêt d'être ménopausée. Eh bien oui. En dehors du fait qu'on a pu à s'occuper de contraception et que ça peut être assez sympa aussi, mais il y a vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une période extrêmement riche. Mais vous voyez bien comment dans notre monde, il y a plein de gens qui n'aiment pas l'automne et l'hiver. Plein de gens qui ont ce qu'on appelle les dépressions saisonnières. Ça, les personnes qui sont en dépression saisonnière, c'est un signe aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça risque de flamber au moment de la ménopause aussi. Hein, il y a le syndrome prémenstruel, le syndrome de dépression saisonnière, etc. Ça, voilà. Hein. Donc, il y a des choses qui sont naturelles. Et juste, en fait, les femmes, on passe quand même beaucoup de temps à nager contre la vague, contre le courant. À essayer au lieu de surfer sur la vague.
hein. Et souvent, ce qui va faire que ça va flamber, c'est qu'on n'écoute pas nos besoins. Alors, soit parce que on ne sait même pas, des fois on ne sait même pas les entendre, hein, on ne sait même pas quels ils sont. Après, si on les sent, ben, on ne se sent pas légitime de les avoir. Non, je ne devrais pas avoir envie d'être toute seule, je ne devrais pas être fatiguée, je ne devrais pas avoir envie de passer ma journée sur mon canapé avec un bouquin et une tisane. Et puis après, on n'ose pas les exprimer. Et puis bah, du coup, évidemment, ils ne sont pas satisfaits. Et là, je dis pour celles qui sont en couple, hein, je veux dire, les hommes, ils sont très forts, mais enfin quand même, hein, ils ne peuvent pas deviner. Hein. Donc si on ne dit pas à un moment, si on n'exprime pas nos besoins, comment voulez-vous que l'autre les devine? Même s'il vous connaît bien, même s'il vous aime, même si tout, il n'y a pas de boule de cristal. Hein? Voilà. Donc, voilà, d'où l'importance de pouvoir aller dans tout ça. Alors, je vais passer rapidement, ouais, parce que là, ça fait quand même déjà pas mal de temps. Je vous ai dit hein, qu'effectivement, il pouvait y avoir beaucoup de choses qui remontent. C'est vrai que sur le plan psychique, ça remue beaucoup la ménopause. Hein. Comme la puberté, comme le fait de devenir mère, pour celles qui ont eu des enfants, devenir mère, ça chahute. Hein. Ça fait... Donc, alors c'est vrai que je parlais de crise narcissique, c'est vrai quand même qu'il y a vraiment des transformations profondes dans le corps, hein. C'est vrai. Il y a des femmes qui disent que leur odeur se transforme, par exemple. Hein. Donc, il y a vraiment des changements très intimes. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie. Puis, on a saigné pendant quasiment 40 ans. Et là, c'est plus comme ça. Donc, il y a vraiment un éprouvé. C'est vraiment une transformation. Et vous savez, c'est comme on parle pour les bébés. On dit que c'est tellement important, les bébés, parce qu'on parle de la continuité d'être. C'est tellement important que le bébé, quand il sort du ventre, il puisse être sur le corps de la maman. Pour sentir son odeur, voilà. Et la femme ménopausée, elle a aussi besoin de ça. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme dans son corps, comme à la puberté, on voit bien pour les ados, c'est quand même quand les seins se mettent à pousser, les hanches larges, les épaules, les machins, ça fait drôlement bizarre ce truc, quoi. À la ménopause, il y a ça aussi. Donc c'est effectivement, il faut traverser ça et c'est pas toujours facile. Et puis il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de la fertilité. Et même si on est très clair et qu'on n'en veut plus des enfants et que voilà, il n'empêche qu'il faut faire ce deuil-là. Et que ça peut venir réveiller tous les autres deuils de notre vie qu'on a plus ou moins bien fait. Et bien évidemment, avec ce que nous renvoie le socio-culturel, narcissiquement, c'est compliqué, quoi. Hein, ça, c'est vrai. Hein, quand on nous renvoie que, en gros, alors évidemment, hein, le fait d'être entouré, ça va effectivement aider. Hein, comme toujours, quand il y a un accompagnement bienveillant, quand on est accompagné de personnes bienveillantes, et effectivement, ça aide. Hein. Donc, voilà, il y a plein de choses qui peuvent remonter, et puis aussi, peuvent remonter tout ce qui est de l'ordre de la relation à notre mère. Une petite revisite aussi de tout ça. Oui, oui, des fois on s'en passerait, mais bon. Et en même temps, vous voyez, toutes ces choses qui remontent, c'est aussi l'occasion là de les traiter, de s'en occuper. Parce que quand même, les choses qu'on met sous cloche, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et oui, il peut créer à la longue des pathologies, des symptômes dans le corps. Donc c'est aussi l'opportunité, la ménopause, de régler tout ça. Hein. Alors après, ça dépend des femmes, hein. C'est pas non plus, voilà, tout tombe pas. Là, moi, je vous parle un petit peu de tout ce qu'il y a, mais tout le monde ne vit pas tout ça. Maintenant, mieux on a vécu son cycle et sa féminité, mieux on vivra la ménopause. Hein. Donc voilà, je ne m'étends pas, mais effectivement, il peut y avoir sur le plan psychique des choses vraiment, vraiment difficiles à ce moment-là. Et vous voyez, moi, quand je reçois des femmes en thérapie, moi, systématiquement, en fonction de l'âge, je vais demander, mais vous en êtes où par rapport à la ménopause? Parce que des fois, ça explique. Elles ne font pas le lien, elles sont dans des trucs, elles se sentent tristes, elles ont des sautes d'humeur, elles sont énervées, elles ne se sentent pas bien, elles en ont marre, elles se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis en train de faire une dépression, je deviens folle, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la ménopause. Vous voyez?
Et ça met du sens sur ce qui se passe. C'est effectivement un moment où, voilà, hein, donc c'est important de le prendre en compte. Alors, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les symptômes de la ménopause. Alors, le grand classique, c'est les bouffées de chaleur. Voilà. Alors, les bouffées de chaleur, je vous l'ai dit, hein, alors déjà la chaleur, c'est la vie. Donc, il y a quelque chose dans la bouffée de chaleur, ça va vers la vie. Hein, le froid, c'est la mort, le chaud, c'est la vie. Et effectivement, c'est un moyen de détoxiner. Hein, l'élévation, on voit bien quand on est malade, on a de la fièvre et ça nous tue les microbes. Et bien la bouffée de chaleur, elle a un petit peu ce rôle-là. On disait tout à l'heure, elle permet de rééquilibrer le yin et le yang. Et en fait, elle détoxine. Puisqu'on ne détoxine plus avec nos règles, et ben ça nous permet de détoxiner. Et on voit bien qu'effectivement, si on fait le soir un repas un petit peu arrosé, ou avec de la viande ou des choses comme ça, ah ben ça c'est clair que les bouffées de chaleur la nuit, ça va bien y en avoir. Voilà. Hein, donc c'est effectivement un moyen de détoxiner. Les bouffées de chaleur, elles sont vraiment à notre service. Et là, à cet endroit-là, effectivement, l'hygiène de vie, elle va jouer. Et puis, perso, enfin, moi, je sais qu'il y a eu un moment, bon, j'en ai encore, hein, beaucoup moins, mais j'en ai encore, mais quelque part, moi, d'une certaine façon, je les aime bien, les bouffées de chaleur. Ben oui, non, non, je dis, je sais, ça peut. Et je ne suis pas masochiste. Alors après, attendez, quand on a des bouffées de chaleur, comme ça peut arriver au fait qu'on se lève 3 fois par nuit, qu'on doit changer les draps, prendre des serviettes parce que tout est inondé, là je suis d'accord que ça, non, on ne peut pas trouver ça agréable. Hein. Mais quand on est dans voilà, c'est mon corps qui détoxine, puis qui exprime quelque chose de l'ordre du vivant. Puis ça ne dure pas très longtemps, une bouffée de chaleur. Après, évidemment, moi je sais qu'il y a eu un moment où je me disais, oui, non, mais attends, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens en me voyant d'un coup que je me mets à couler. Mais voilà, c'est ça. On se demande, on se dit le regard de l'autre. Mais si on fait abstraction du regard de l'autre, voilà. Alors, dans une certaine mesure, évidemment, tout est une question de dose. Hein, dans une certaine mesure, les bouffées de chaleur, elles sont vraiment à notre service. Et puis finalement, plus on les accueille, plus on les prend comme ça, puis alors plus elles passent vite, moins on... Vous voyez ? Après, si vraiment c'est au point de vous réveiller la nuit, que vous êtes trempé, moi je connais des personnes carrément, elles mettent des serviettes, des draps de bain dans le lit, hein, et elles changent de t-shirt. Enfin, voilà. Alors là, à ce point-là, effectivement, on va regarder d'un peu plus près, bien évidemment. Hein. Mais voilà, la bouffée de chaleur, elle est à notre service, elle nous aide à détoxiner, elle nous aide d'une certaine façon à être en meilleure santé. Voilà. Autre symptôme donc, qu'on voit, dont on entend beaucoup parler, c'est l'insomnie. Ouais. Alors, comment dire, ça c'est ma théorie personnelle. Ou est-ce que je l'ai lu quelque part? Non, je crois. Je ne sais pas. Enfin bon, mais c'est quand même assez ma théorie personnelle. En fait, l'insomnie, ça se produit quand? La nuit. On est bien d'accord. Ça se produit la nuit. Quand vous faites de l'insomnie, la nuit, en général, vous ne vous relevez pas pour passer votre aspirateur, faire votre passage ou un dossier client ou je ne sais pas quoi. Vous voyez? Alors, je pense que quand vous ne vous... C'est aussi ça peut être le signe, l'insomnie. On l'a dit, à la ménopause, c'est l'âme qui a besoin d'être. Notre monde intérieur a besoin qu'on s'occupe de lui. Là. Il y a besoin qu'on l'écoute, il y a besoin qu'on écoute nos besoins profonds, qu'on réalise qui on est vraiment, nous, indépendamment de ce qu'on fait pour les autres, mais là de faire pour nous. Si toute la journée on cavale de ci, de là, et on s'occupe, et tcha, enfin, vous voyez bien, hein, voilà, parle à tout le monde, on n'a pas eu le temps de faire ça. Et comme à l'intérieur, ça on a besoin, ah ben, insomnie. Et là, l'insomnie, ben, effectivement, on est disponible pour notre monde intérieur, parce qu'en général, personne n'attend de nous qu'on soit active à ce moment-là. Vous voyez? Et il y a donc, alors après les insomnies, c'est multifactoriel, hein, mais en tout cas, les insomnies liées à la ménopause, je pense vraiment qu'elles viennent de ça. On a besoin d'un temps pour, voilà, rien que pour nous, personne ne nous demande rien, et ça, c'est la nuit. Ajoutez au fait quand même qu'il y a quelque chose entre les femmes et la nuit, entre les femmes et la lune, et qu'il y a une forme de travail qui ne se fait que la nuit, pas la journée.
Hein, ce n'est pas la même chose de méditer la nuit ou de méditer la journée. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une bonne partie des insomnies. Alors après, il peut y avoir d'autres causes, hein, c'est à regarder personne par personne, là, je prends en général, mais qui sont liées à ça. Hein. Alors, autre symptôme, on en a un peu parlé, l'irritabilité. Bon, bah, je vous ai dit ce que j'en pensais. Hein. Voilà, c'est juste qu'on se demande comment elles ont fait pour supporter certaines choses aussi longtemps. Hein. Et donc, je dirais que l'énergie de la colère, à cet endroit-là, vous savez, l'énergie de la colère, évidemment, peut être destructrice. Tout dépend comment on l'utilise. L'énergie de la colère, c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous dresser. Hein, qui dit « Ah non, ça, plus jamais. Non, ça, je veux pas. Ça, c'est pas juste. Ça va pas. » Que ça soit pour nous ou que ça soit aussi dans le social. Parce que c'est vrai qu'à la cinquantaine, on peut vraiment mettre notre énergie au service du social, si on le souhaite. Hein. Comme les Iroquoises, hein, qui jouent un rôle politique, je pense que vraiment, on est vraiment en capacité de jouer un rôle extrêmement important et précieux pour le monde dans ces années-là. Hein. Et la colère, c'est vraiment ce qui peut permettre de dire « stop, non, plus ça, pas comme ça ». Voyez ? Et de se connecter à cette énergie-là, c'est important. Et donc, au lieu d'essayer de la refouler, parce que quand on refoule, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on est irritable, parce qu'on s'énerve pour tout et n'importe quoi. Et bien, c'est OK. Bon, je vais y voir, là. Je vais voir. Ma colère, OK, j'y vais. Je vais au contact. Après, si vous avez l'impression que votre colère, elle est... voilà, vous n'y allez pas toute seule au contact et vous vous faites accompagner. Hein? Mais l'idée, c'est ça. Vous avez une bouffée de chaleur? Ah ouais. Mais vous voyez, plus on parle de ça, plus on explique, et plus aussi, mais c'est important aussi pour les hommes. C'est vrai que souvent les hommes, ils comprennent rien. Hein. Mais moi, je me mets à leur place. Hein. Déjà, nous-mêmes, on ne comprend pas grand-chose. Donc, comment vous voulez qu'ils comprennent eux aussi? Et quand même, enfin moi je le dis hein, vraiment, mais de manière générale, à part quelques irréductibles gaulois, mais quand même les hommes sont bien intentionnés. Si on leur pose notre besoin, par exemple, de solitude, d'être dans notre monde intérieur, qu'on leur dit concrètement de quoi on a besoin, en général, moi je trouve, ils sont facilement aidants, vraiment. Mais ça passe par le fait qu'on puisse dire, qu'on puisse exprimer, parce que d'une femme à l'autre, être en contact avec son monde intérieur, ça ne va pas se traduire de la même façon. Hein, donc c'est vraiment... Alors après, hein, on parle de la ménopause, bon, il y a l'andropause hein, pour les hommes, hein, ça existe, hein, bien évidemment. Même si c'est beaucoup plus subtil, puisqu'il n'y a pas... voilà, les femmes, elles ont l'arrêt des règles, il y a un signe physiologique fort. Les hommes, ça s'étale, mais il y a des symptômes également. Hein. Les hommes aussi vieillissent. Hein, voilà. Et on a toujours, mais c'est toujours pareil, quand on est dans une période, vous savez, une période de transformation, un passage, ça nous met en état de vulnérabilité, mais c'est dans notre vulnérabilité qu'on trouve notre puissance. Et quand on traverse ça, vraiment la ménopause, c'est quelque chose qui permet d'accéder à une autre étape de la vie, vous voyez? Où effectivement, le fait d'être connecté comme ça à ce monde intérieur, avec aussi toute cette expérience de vie qu'on a, elle nous rend plus créatives, plus intuitives. Hein, on a vu comment ça développait ça. Le fait de se confronter, qu'il y ait des blessures qui remontent, ça va faire qu'on va s'en occuper, on va les faire cicatriser. Donc qu'on est émotionnellement plus sereine. Et que moi, je pense vraiment que le monde, la Terre, etc., a besoin de cette énergie des femmes. Et il ne faut surtout pas les foutre à la poubelle. Alors, ce n'est pas le moment, c'est du gâchis comme pas permis. Vraiment. Parce que c'est extrêmement précieux, ces énergies dans lesquelles on arrive. Et si au lieu de nous les présenter comme des trucs dévalorisés, on les valorisait, le monde irait beaucoup mieux, de manière générale. Vraiment. Parce que du coup, on a accès, ça nous donne accès à des tas de choses auxquelles on n'avait pas accès avant. Et je trouve que vraiment, il y a une puissance et une sagesse, oui, qui peuvent se développer à ce moment-là de la vie, qui sont extrêmement précieuses.
et dont les hommes à nos côtés peuvent tout à fait bénéficier. Puis ils ont aussi la leur de puissance et de sagesse, même si elle ne s'incarne pas de la même façon. Hein, mais voilà, mais c'est de sentir que tout ce qu'on nous a présenté comme nul, c'est ce que je disais tout à l'heure, historiquement, hein, on nous présente nos corps comme des fardeaux, comme des handicaps. C'est le corps de la femme, hein, et on voit bien les religions, enfin tout ça. Alors qu'en fait, c'est une merveille, le corps de la femme. Ça nous donne accès à des tas de choses. On a cette chance, je dirais par rapport aux hommes, que notre corps nous ouvre la voie. Les hommes, évidemment, peuvent y accéder, mais c'est plus compliqué pour eux. Ils n'ont pas cet accès direct. Par contre, quand on va voir un homme en lui disant « Tu sais, j'ai trouvé un chemin sympa là, tu veux pas venir l'explorer avec moi ?» En général, ils disent oui. Voilà. Hein, pour revenir chez les Iroquois, pour illustrer ça, les Amérindiens faisaient ce qu'on appelle des quêtes de vision. Je sais pas, vous savez ce que c'est c'était un moment où on voulait avoir une vision alors sur son destin, pour la tribu, et donc la façon dont ça se passe, c'est qu'on s'isole pendant 3 jours et 3 nuits. Les hommes, c'est sans manger et sans boire, sans abri. Et des fois même avec des scarifications, des choses comme ça, parce qu'on considère que les hommes, pour lâcher, pour que leur mental lâche, pour qu'ils lâchent, et que donc ils puissent accéder à la vision, il faut mortifier leur corps. Alors que les femmes, elles, on considère que de par leur cycle menstruel, de par leur maternité, elles ont un accès direct à la vision, celui qu'on a pendant les règles, justement. Et que donc, elles, quand elles font une quête de vision, elles ont une tente, des galettes de maïs et de l'eau. Bon, elles ne font pas bombance, mais elles ont à manger, à boire, elles n'ont pas besoin de mettre leur corps... Vous voyez ? Donc, c'est une chance, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Hein, on n'a pas... Mais c'est vraiment, c'est une grande chance qu'on a. Et le fait de voir notre corps et le fonctionnement de notre corps comme une grande chance plutôt que comme une malédiction, je vous assure que ça change la façon de vivre. Hein, vraiment. Alors, parce que j'ai parlé longtemps. Dans les symptômes, si je voudrais quand même parler un peu de sexualité, parce que ça c'est important. Puisque, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, la femme ménopausée, libido dans les chaussettes, vagin tout sec, etc. etc. Donc c'est comme si la sexualité pour les femmes à ce moment-là, c'est fini. Elles ne peuvent plus avoir d'enfants, c'est fini. Là aussi, je caricature un peu, mais pas tant que ça. Bon, ça, c'est du grand n'importe quoi. Hein, c'est du grand n'importe quoi. S'il y a une baisse de libido, c'est pas la ménopause, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là et qu'il faut aller regarder. C'est vrai que souvent, dans leur sexualité, les femmes ont eu tendance à faire pour l'autre, elles ont beaucoup fait dans les autres domaines de leur vie, et que à ce moment-là, elles n'ont plus envie de faire comme ça. Et des fois, ce qu'on appelle baisse de libido, c'est juste qu'elles ont envie de développer, de contacter une autre partie de leur sexualité. Donc c'est aussi c'est aussi ça à entendre à ce moment-là. Et après, il y a vraiment des femmes qui, par contre, accèdent à ce moment-là de leur vie à une sexualité et à un plaisir qu'elles n'avaient pas avant. Hein, alors effectivement, il y a le fait d'être dégagée de la crainte, il n'y a plus de problème de contraception, mais il y a vraiment, en matière de sexualité, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir. Parce qu'évidemment, le fait d'être plus à l'écoute de soi-même, de s'accueillir plus comme on est, fait aussi que notre capacité à accueillir l'autre, elle va changer, elle va s'accroître. Et peut vraiment y avoir quelque chose de très épanouissant qui se passe à ce moment-là. Au contraire, on peut aller vers du mieux. Alors par contre, il y a une réalité, et là on va parler de sécheresse vaginale, c'est qu'effectivement, alors pas toutes les femmes, il y a des femmes qui ont des problèmes de sécheresse vaginale, mais pas toutes. Hein, vraiment pas toutes. Et puis après, c'est aussi que, comme je disais au début, c'est-à-dire que sur le plan hormonal, la norme, c'est la femme de 30 ans. En matière de sexualité, la norme, c'est quoi ? C'est l'homme et la femme de 30 ans. C'est la sexualité de cet âge-là. C'est une sexualité très génitale, très portée sur la performance. Vous savez, il faut... Allez, hein, chef, voilà. Non mais vous savez, non mais attendez, on vend des trucs sur Internet.
c'est hallucinant ce qu'il y a, mais ça se vend. On vend des trucs que les mecs peuvent se mettre sur le pénis et ça comptabilise le nombre d'allers-retours qu'ils font et à quelle vitesse. Ah, bah c'est génial. Puis comme ça, après, vous pouvez faire des statistiques, vous améliorer, vous... Non, mais vous voyez bien cette conception de la... C'est le podomètre. Voilà, non mais... Non, mais oui, donc vous voyez bien cette conception de la sexualité. Bon, alors, il y a des femmes qui s'y sont un peu coulées, comment dire, mais non, à 50 ans, c'est juste non, non. C'est juste plus possible, effectivement. Après, ce qui se passe, c'est que la paroi du vagin devient plus sensible à la ménopause. Ben, oui, alors plus sensible, évidemment. Mais plus sensible, moi je trouve que plus sensible, ben c'est pas inintéressant, plus sensible. Simplement, évidemment, faut y aller délicatement. Vous voyez? Mais plus sensible, c'est quand même vachement intéressant. Donc oui, et puis de toute façon pour les hommes aussi, la sexualité se transforme. Il faut lâcher toutes ces représentations issues du porno sur une sexualité de performance. Et souvent, il y a une sensualité beaucoup plus grande qui peut se vivre à cette époque-là. Hein? Alors, si vraiment il y a un problème de sécheresse, bon là pareil, comme j'avais dit pour les bouffées de chaleur, bon, on va regarder, puis il y a des crèmes qu'on peut utiliser. Mais en même temps, comment dire, un vagin sec, c'est juste un vagin qui n'est pas prêt à être pénétré. C'est tout. C'est quand même ça que ça dit d'abord. Ben oui. Ben oui, il n'y a pas que la pénétration dans la vie. Hein, comme j'avais lu quelque part qu'à deux, on avait quand même 2 langues et 20 doigts. Et qu'avec ça, on pouvait arriver à faire quand même des trucs sympas. Vous voyez? Donc, voilà, il n'y a pas que la pénétration. Donc, je vous disais, c'est la période créative aussi. Soyons créatifs. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la sensualité qui peut s'épanouir à ce moment-là, vraiment. Hein? Et donc, s'il y a un problème de sécheresse, il faut regarder aussi qu'est-ce qu'il dit ce vagin. Il dit peut-être pas je veux plus être pénétré, mais peut-être il dit pas tout le temps, ou pas exactement comme ça, ou peut-être qu'il dit je voudrais que tu t'occupes un petit peu plus de moi, que tu apprennes à me connaître, parce que les femmes ne sont pas toujours très connectées à leur vagin. Hein? Ça, c'est... D'abord, on n'apprend pas aux petites filles qu'elles en ont un. Beaucoup de femmes ont découvert qu'elles avaient un vagin, je ne sais pas, assez tardivement quand même. Ça ne fait pas partie des choses qu'on nomme. Une partie du corps qui n'est pas nommée, on ne se l'approprie pas. Donc forcément, après, elle n'est pas vivante, elle n'est pas... Et là, au moment de la ménopause, vous l'avez vu, le corps, quand ça lui va pas, il dit tout net, non, je ne suis pas d'accord, ça ne me va pas, et voilà. Donc ça peut aussi être ça. Alors là, je vous ai parlé évidemment de manière très, très générale. Bien sûr qu'après, c'est aller regarder pour chaque femme ce qui se passe plus particulièrement. Mais en tout cas, voilà donc pour les principaux symptômes. Et puis alors oui, l'incontinence urinaire. Pareil, les femmes et leur périnée, enfin la plupart des femmes découvrent qu'elles ont un périnée une fois qu'elles ont accouché. Parce qu'on leur dit, il faut aller rééduquer votre périnée. Alors ça, c'est sympa, rééduquer le périnée. Moi, je trouve que ça fait les camps soviétiques, là, on vous envoie rééducation parce que vous n'êtes pas comme il faut, là. Là aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut l'investir, son périnée, il faut lui parler. Et puis, il y a tout un tas de façons de travailler le périnée. Il y a des méthodes où on travaille en visualisation sur le périnée qui permet de retonifier le périnée s'il manque de tonus, parce que c'est vrai qu'avec les grossesses, modifications hormonales, tout ça, il est soumis à rude épreuve. Et non, pas les couches. Même aussi jolies soient-elles, non. Ça, alors vraiment, si vous sentez que vous avez des fuites urinaires, ça, faut que je retrouve le nom de cette méthode qui est très très bien, où on travaille sur le périnée en visualisation. Ça marche très bien, à n'importe quel âge on peut le faire, et voilà. Il n'y a aucune raison de devenir incontinent, même d'avoir des fuites, ça c'est...
qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vendre des... Je me suis même demandé, mais je suis extrêmement mauvaise langue. Si, parce qu'avec le développement de la cup menstruelle, je me suis dit que les fabricants de serviettes hygiéniques, ils avaient dû se dire, punaise, là, nos ventes descendent, il faut qu'on trouve un truc. Ah, ben on va faire des serviettes pour les fuites urinaires. Génial. On a trouvé un nouveau créneau. Bon, je suis très mauvaise langue, mais voilà. Alors, pour terminer, j'ai quelques petites... Voilà, j'avais envie de vous lire quelques petites phrases sur ça. Alors, les besoins à la ménopause, hein, je vais les résumer quand même. Voilà, avoir du temps pour soi, les besoins de l'âme et non les besoins des autres, accepter le corps, recherche du sens de la vie, faire pour le plaisir, lâcher la performance, être, se construire une nouvelle identité en dehors du maternel. Hein, et c'est une force qui libère la femme de cette pesante exigence de toujours vouloir s'adapter au détriment de leurs aspirations propres. Voilà. Et donc c'est une petite citation, ça, mais je ne sais plus de qui, je ne l'ai pas noté. Ce temps est souvent celui d'une fragilité relative, d'une auto-analyse, d'interrogations philosophiques et ou spirituelles, de changements familiaux. Et souvent, cette fragilité se transforme en une force créatrice, une capacité de poser un nouveau regard sur le monde, une nouvelle sagesse. Elle devient inspiration et détermination. Elle donne le courage de sortir des récriminations, des insatisfactions, de la morosité, de la répétition, et de s'ouvrir à ce qui sourd et jaillit à la vie. C'est beau, hein? Allez, j'en ai une autre pour clôturer. Sur la femme sage, hein, puisque bon, ben c'est le mot que j'utilise souvent, hein, la ménopause, le passage vers la femme sage. Et donc, voilà, vieillir, c'est être une femme sage vieillissante, courageuse pour ce qui compte, le cœur infiniment ouvert, qui dit ce qui est avec compassion et sans complaisance, qui n'a que faire du jugement et du mépris de l'autorité unique, qui improvise et qui, ensemble avec ses sœurs, pleure toute la souffrance de cette terre et rit d'elle-même.